Elle est entrée sans chaussures, pieds nus sur le marbre froid d'un hall d'entreprise où tout brillait, les lustres, les costumes, les regards méprisants. 20 candidates attendaient à leur tour, 20 femmes parfaitement habillées, maquillées, confiantes. Et elle n'avait rien, pas de talons, pas de sac de marque. Juste ses yeux, juste son courage. Tout le monde a ri, tout le monde l'a jugé. Mais quand le milliardaire l'a vue, il a fait quelque chose que personne n'attendait. Et vous, qu'auriez-vous pensé en la voyant entrer? Avant de continuer, dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette histoire. Et à la fin, donnez-lui une note de 0 à 10. Ce matin-là, Juliette s'était réveillée à 4 heures, pas par choix, par nécessité. Dans la petite chambre qu'elle louait au 6e étage d'un immeuble sans ascenseur, le radiateur ne fonctionnait plus depuis 3 semaines. Le froid de l'hiver s'infiltrait par les fenêtres mal isolées et elle dormait avec 2 pulls et une couverture qu'elle avait trouvée dans une brocante pour 3 euros. Elle avait 24 ans et déjà, la vie lui avait tout pris. Son père était parti quand elle avait 6 ans. Sa mère avait travaillé comme femme de ménage dans des hôtels jusqu'à ce que son dos la lâche. Aujourd'hui, elle vivait dans une maison de repos, incapable de marcher, incapable de payer ses propres soins. C'était Juliette qui envoyait chaque mois une partie de son maigre salaire pour couvrir les frais. Elle travaillait comme serveuse dans un petit café du centre-ville. Le patron était correct, mais les pourboires étaient rares et les clients parfois cruels. Elle avait appris à sourire même quand on la traitait comme si elle n'existait pas. Elle avait appris à baisser les yeux, à dire merci même quand on lui jetait la monnaie sur le comptoir. Mais ce matin-là, tout allait changer. La veille, une cliente régulière lui avait parlé d'une offre d'emploi. Une grande entreprise cherchait une assistante personnelle pour son directeur général. Le salaire était 3 fois supérieur à ce qu'elle gagnait. Et surtout, il y avait une mutuelle, une stabilité, une chance de respirer. Tu devrais postuler, avait dit la cliente en lui tendant une carte. L'entretien est demain matin à 9 heures. Il cherche quelqu'un de différent, quelqu'un d'authentique. Juliette avait hésité. Elle n'avait pas de diplôme prestigieux, pas d'expérience dans le monde des affaires, pas de vêtements élégants. Mais quelque chose, dans le regard de cette femme, l'avait poussée à accepter la carte. Cette nuit-là, elle n'avait presque pas dormi. Elle avait préparé ses seuls vêtements corrects, une jupe noire un peu usée, un chemisier blanc qu'elle avait repassé 3 fois, et ses seules chaussures à talons, des escarpins noirs qu'elle avait achetés d'occasion il y a 2 ans. À 6 heures du matin, elle était prête. Elle avait même réussi à se maquiller légèrement avec le peu qu'elle avait. En se regardant dans le miroir, elle s'était dit « Tu peux le faire, tu mérites cette chance ». Elle avait pris le métro, puis le bus, le trajet durait 1 heure et demie. Elle était partie largement en avance pour être sûre d'arriver à l'heure. Mais le destin avait d'autres plans. À 2 stations de son arrêt, le bus s'était arrêté brusquement. Un accident plus loin bloquait toute la circulation. Le chauffeur avait annoncé qu'il faudrait attendre au moins 40 minutes. Juliette avait regardé sa montre. 8h20. L'entretien était à 9 heures. Elle ne pouvait pas attendre. Elle était descendue du bus et avait commencé à marcher. Vite, très vite. Ses talons claquaient sur le trottoir mouillé par la pluie de la nuit. Elle ne connaissait pas bien ce quartier, mais elle avait mémorisé l'adresse. Elle savait qu'elle devait continuer tout droit, puis tourner à gauche après le grand parc. Elle marchait depuis 10 minutes quand c'est arrivé. Son talon droit s'est coincé dans une grille d'égout. Elle a tiré encore, et le talon s'est cassé net. Elle s'est arrêtée, le souffle court, regardant sa chaussure cassée comme si le monde venait de s'effondrer. Non. Elle a essayé de marcher avec la chaussure cassée. Impossible. Elle boitait, perdait l'équilibre. Elle a regardé autour d'elle, cherchant un magasin, n'importe quoi. Mais il n'y avait que des bureaux fermés et des immeubles silencieux. Il était 8h40. L'entretien était dans 20 minutes, et elle était encore à au moins 15 minutes de marche. Elle a pris une décision. Elle a retiré ses 2 chaussures. Elle les a regardées un instant, ces escarpins qu'elle avait tant aimés, qui lui avaient coûté 1 semaine de pourboire.
Puis elle les a posés contre un mur. Elle ne pouvait pas les porter. Elle ne pouvait pas les jeter non plus. Alors elle les a laissés là comme deux petits témoins de son courage. Et elle s'est mise à courir. Pieds nus sur le bitume froid, les gens la regardaient. Certains riaient, d'autres détournaient les yeux, gênés. Une femme a murmuré « Pauvre fille, elle a perdu la tête ». Juliette n'entendait rien. Elle ne voyait rien. Elle courait, les pieds gelés, le cœur battant, les larmes au bord des yeux. Elle est arrivée devant l'immeuble à 8h58. C'était un bâtiment immense, tout en verre et en acier. Le genre d'endroit où les gens portent des montres qui coûtent de plus cher qu'un an de son loyer. Le genre d'endroit où elle n'avait jamais mis les pieds. Elle s'est arrêtée devant la porte vitrée. Elle a baissé les yeux vers ses pieds, sale, rougie par le froid, légèrement écorchée. Elle aurait pu partir. Elle aurait pu se dire que c'était ridicule, ou qu'elle n'avait aucune chance, qu'elle allait être humiliée. Mais elle a pensé à sa mère, à cette femme qui avait travaillé toute sa vie sans jamais se plaindre, à cette femme qui lui avait dit un jour « Juliette, la dignité, ça ne s'achète pas, ça se porte en soi ». Alors elle a poussé la porte. Le hall était immense, un sol en marbre blanc, des plantes vertes parfaitement taillées, une réceptionniste derrière un comptoir qui ressemblait à un hôtel. Et sur les fauteuils en cuir, 20 femmes attendaient, 20 candidates impeccables, tailleurs sur mesure, chaussures vernies, sacs de créateurs. Quand Juliette est entrée, pieds nus, le silence s'est fait. Toutes les têtes se sont tournées vers elle, les regards ont glissé de son visage à ses pieds. Et puis les murmures ont commencé. C'est une blague? Elle est folle ou quoi? Regardez-la, on dirait une mendiante. La réceptionniste s'est levée, le visage fermé. Mademoiselle, vous êtes perdue? Juliette a senti ses joues brûler, mais elle n'a pas baissé les yeux. Non, madame, je suis là pour l'entretien, le poste d'assistante personnelle. Un rire a éclaté quelque part dans la salle, puis un autre. En quelques secondes, presque toutes les candidates riaient. Sans chaussures, a lancé une blonde avec un tailleur rose. Tu crois vraiment qu'on va t'embaucher comme ça? Retourne d'où tu viens, a ajouté une autre. Tu fais honte à tout le monde. Juliette est restée immobile. Elle sentait les larmes monter, mais elle les a retenues. Elle ne pleurerait pas. Pas devant elle. Pas devant personne. La réceptionniste a soupiré. Écoutez, mademoiselle, je ne sais pas comment vous êtes arrivée ici, mais ce n'est clairement pas le bon endroit pour vous. Je vais devoir vous demander de partir. Juliette a ouvert la bouche pour répondre, mais une voix l'a interrompue. Non, tout le monde s'est retourné. Un homme venait d'apparaître en haut de l'escalier central. Grand, la quarantaine, des cheveux bruns légèrement grisonnants aux tempes, un costume sombre parfaitement coupé. Il avait le regard d'un homme qui a l'habitude qu'on lui obéisse. Mais en cet instant, ce regard était fixé sur Juliette. C'était Antoine Beaumont, le fondateur et directeur général de Beaumont Industries, un empire dans le secteur des technologies vertes. Une fortune estimée à plusieurs centaines de millions. Un homme dont le nom faisait trembler ses concurrents et rêver ses employés. Il a descendu les marches lentement, sans quitter Juliette des yeux. Le silence dans le hall était total. Personne ne part, a-t-il dit d'une voix calme mais ferme, et personne ne décide qui mérite d'être ici. Sauf moi. La réceptionniste a bafouillé. Monsieur Beaumont, cette jeune femme n'a pas de chaussures, elle. J'ai des yeux, a coupé Antoine. Je vois très bien qu'elle n'a pas de chaussures. Il s'est arrêté à quelques mètres de Juliette. Il l'a regardée, vraiment regardée, pas ses pieds, pas ses vêtements, ses yeux. Comment vous appelez-vous? Juliette, monsieur. Juliette Martin. Et pourquoi êtes-vous venue sans chaussures, Juliette Martin? Elle aurait pu mentir, inventer une histoire, mais quelque chose dans le regard de cet homme lui a dit qu'il méritait la vérité. Mon talon s'est cassé à 3 kilomètres d'ici. Le bus était bloqué. Je n'avais pas d'argent pour un taxi, et je ne voulais pas. Je ne pouvais pas manquer cette chance. Elle a dégluti. Alors j'ai couru, pieds nus. Un murmure a parcouru la salle, mais Antoine n'a pas bougé. Son visage est resté impassible. Vous avez couru 3 kilomètres pieds nus pour un entretien d'embauche?
Oui, monsieur. Pourquoi? La question était simple, mais la réponse ne l'était pas. Juliette a pris une inspiration. Parce que j'ai une mère malade qui compte sur moi. Parce que je travaille 60 heures par semaine pour un salaire qui me permet à peine de survivre. Parce que j'ai 24 ans et que je n'ai jamais eu une seule chance dans ma vie. Sa voix a tremblé, mais elle a continué. Et parce que je me suis dit que si je laissais une paire de chaussures cassées m'arrêter, alors je ne méritais peut-être aucune chance. Le silence qui a suivi était assourdissant. Antoine l'a regardé pendant ce qui a semblé une éternité. Puis, lentement, il s'est tourné vers les autres candidates. L'entretien est terminé, a-t-il annoncé. Les murmures ont explosé. Quoi? Mais on n'a même pas passé l'entretien. C'est une plaisanterie? Antoine a levé une main et le silence est revenu instantanément. J'ai trouvé ce que je cherchais. Il s'est tourné vers Juliette. Vous commencez lundi, 7h30. Ne soyez pas en retard. Puis il a remonté l'escalier et a disparu. Juliette est restée figée. Autour d'elle, les 20 candidates la fixaient avec un mélange de fureur et d'incrédulité. La blonde au tailleur rose s'est levée, tremblante de rage. C'est ridicule. Elle n'a même pas de CV. Elle n'a rien. Mais personne ne l'écoutait. Une à une, les candidates ont ramassé leurs affaires et sont parties, jetant à Juliette des regards venimeux. Quand le hall s'est vidé, Juliette s'est laissée tomber sur un fauteuil. Ses mains tremblaient, ses pieds lui faisaient mal. Et pour la première fois depuis des années, elle a pleuré. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de quelque chose qu'elle avait oublié depuis longtemps, de l'espoir. Le lundi suivant, Juliette s'est présentée à 7h15 devant l'immeuble de Beaumont Industrie. Cette fois, elle portait des chaussures, pas des talons. Elle n'avait pas les moyens d'en racheter, mais des ballerines noires, simples et propres, qu'elle avait trouvées dans une friperie le samedi. Elle avait passé tout le week-end à se préparer. Elle avait lu tout ce qu'elle pouvait sur l'entreprise, sur Antoine Beaumont, sur les technologies vertes. Elle avait même emprunté un livre à la bibliothèque sur le rôle d'une assistante de direction. Elle ne savait pas exactement ce qu'on attendait d'elle, mais elle savait une chose, elle ne décevrait pas cet homme qui lui avait donné sa chance. La réceptionniste, la même que vendredi, l'a accueillie avec un sourire crispé. « Mademoiselle Martin, Monsieur Beaumont vous attend au 20e étage. » Juliette a pris l'ascenseur. Les portes se sont refermées et elle a regardé son reflet dans le miroir métallique. Une jeune femme, aux cheveux bruns attachés en queue de cheval, aux yeux noisettes fatigués mais déterminés. « Tu peux le faire ?» s'est-elle dit. « Tu dois le faire. » Les portes se sont ouvertes sur un couloir élégant, des tableaux abstraits au mur, une moquette épaisse. Et au bout, une double porte en bois sombre. Elle a frappé. « Entrez !» Le bureau d'Antoine Beaumont était immense. Une baie vitrée donnait sur toute la ville. Des étagères remplies de livres couvraient un mur entier. Et au centre, derrière un bureau en chêne massif, se tenait l'homme qui avait changé sa vie 3 jours plus tôt. « Asseyez-vous » a-t-il dit sans lever les yeux de son écran. Juliette s'est assise, les mains serrées sur ses genoux. Antoine a tapé quelques mots sur son clavier, puis il l'a regardé. « Vous savez pourquoi je vous ai choisi ?» Elle a secoué la tête. « Non, monsieur. Et honnêtement, je me pose la question depuis vendredi. » Un sourire imperceptible a effleuré les lèvres d'Antoine. « J'ai fait passer 3000 entretiens dans ma carrière. J'ai rencontré des diplômés de grandes écoles, des gens avec des CV impressionnants, des candidats parfaits sur le papier. » Il s'est penché en avant. « Mais vous savez ce que j'ai appris, les diplômes ne veulent rien dire. L'expérience ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est ce qu'une personne est prête à faire quand tout va mal. » Il a marqué une pause. « Quand j'avais 20 ans, j'ai tout perdu. Mon père a fait faillite. Ma famille s'est retrouvée à la rue. J'ai dû arrêter mes études et travailler comme livreur pour payer le loyer d'un studio de 15 mètres carrés. » Juliette a écarquillé les yeux. Elle n'avait rien lu de tout cela dans ses recherches. « Tout le monde me regardait comme vous regardez ces femmes vendredi, » a continué Antoine, « avec mépris, avec pitié, avec certitude que je ne serais jamais rien. » Il s'est levé et s'est approché de la fenêtre.
Mais j'ai continué, j'ai travaillé, j'ai appris, et quand une opportunité s'est présentée, je l'ai saisie avec tout ce que j'avais, pas parce que j'étais le meilleur, mais parce que j'étais celui qui le voulait le plus. Il s'est retourné vers elle. Quand je vous ai vu entrer pieds nus dans ce hall, j'ai vu quelqu'un comme moi, quelqu'un qui refuse d'abandonner. Juliette a senti sa gorge se serrer. Monsieur Beaumont, je ne sais pas si je suis à la hauteur de ce poste. Je n'ai jamais fait ce travail. Je n'ai pas les compétences que les autres candidates avaient. Les compétences s'apprennent, a répondu Antoine. Le caractère, non. Il est retourné s'asseoir derrière son bureau. Votre travail commence maintenant. Vous allez apprendre vite. Et vous allez faire des erreurs. C'est normal. Ce que je vous demande, c'est de ne jamais mentir et de ne jamais abandonner. Il lui a tendu une tablette. Voici mon emploi du temps. Mes contacts, mes dossiers en cours. Vous avez 1 semaine pour tout mémoriser. Juliette a pris la tablette avec des mains tremblantes. Je ne vous décevrai pas, monsieur. Antoine l'a regardé longuement. Je sais, a-t-il dit simplement. Et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Juliette a vu quelque chose de doux dans son regard. Quelque chose qui ressemblait presque à de la fierté. Elle ne le savait pas encore, mais ce jour-là n'était pas seulement le début d'un nouveau travail. C'était le début de tout. Les premières semaines ont été un tourbillon. Juliette arrivait chaque matin à 6h30, 1 heure avant Antoine. Elle préparait son café exactement comme il l'aimait, noir, sans sucre, brûlant. Elle organisait ses dossiers, vérifiait son agenda, anticipait ses besoins avant même qu'il ne les exprime. Elle faisait des erreurs, bien sûr. Le 3e jour, elle avait envoyé un email confidentiel au mauvais destinataire. Son cœur s'était arrêté quand elle avait réalisé son erreur. Elle s'était précipitée dans le bureau d'Antoine, tremblante, certaine qu'il allait la renvoyer. « J'ai fait une erreur terrible, monsieur. L'email pour le conseil d'administration. Je l'ai envoyé à la presse par accident. » Antoine avait levé les yeux de son écran. Son visage était resté impassible. « Et qu'avez-vous fait ensuite ?»« J'ai appelé le journaliste. Je lui ai expliqué la situation. Je lui ai demandé de supprimer l'email sans le lire. Et il a accepté. Il m'a dit que ma voix tremblait tellement qu'il n'a pas eu le cœur de profiter de la situation. » Un silence. Puis, contre toute attente, Antoine avait souri. « Vous voyez, les compétences s'apprennent, le caractère, non. » À partir de ce jour, Juliette avait compris quelque chose d'essentiel. Antoine ne cherchait pas la perfection. Il cherchait l'authenticité, l'honnêteté, le courage d'admettre ses erreurs et de les réparer. Et peu à peu, elle avait trouvé sa place. Mais tout le monde n'était pas ravi de sa présence. Dès la première semaine, Juliette avait senti les regards hostiles, les murmures dans les couloirs, les conversations qui s'arrêtaient brusquement quand elle entrait dans une pièce. Une femme en particulier semblait déterminée à lui rendre la vie impossible. Elle s'appelait Victoire Delacroix, grande, blonde, élégante. C'était la femme au tailleur rose qui l'avait humiliée le jour de l'entretien. Mais ce que Juliette ignorait, c'est que Victoire n'était pas une simple candidate. Elle était la directrice du département marketing et la fille du principal actionnaire de Beaumont Industries. Son père, Henri Delacroix, possédait 30% des parts de l'entreprise. C'était lui qui avait financé Antoine à ses débuts, quand personne d'autre n'y croyait. Et depuis des années, tout le monde au sein de l'entreprise savait une chose. Victoire et Antoine allaient se marier. C'était un arrangement non officiel, jamais annoncé publiquement, mais compris de tous. Victoire attendait. Elle avait attendu pendant 5 ans qu'Antoine fasse sa demande. Elle avait supporté son obsession pour le travail, ses absences, sa froideur, parce qu'elle savait que tôt ou tard, il comprendrait quel était le choix parfait. Et puis cette fille, aux pieds nus, était arrivée. Victoire avait vu quelque chose dans le regard d'Antoine ce jour-là, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu en 5 ans, une étincelle, un intérêt. Et cette vision l'avait terrifiée. Dès le lendemain de l'embauche de Juliette,
Elle avait commencé sa campagne. D'abord les remarques subtiles. Jolie tenue, Juliette. C'est du vintage ou juste? Vieux? Puis les sabotages discrets. Des dossiers importants qui disparaissaient du bureau de Juliette. Des réunions dont elle n'était pas informée. Des emails accidentellement non transférés. Juliette ne comprenait pas ce qui se passait. Elle travaillait plus dur, restait plus tard, vérifiait tout 3 fois. Mais les problèmes continuaient. Un soir, alors qu'elle rangeait le bureau d'Antoine après une longue journée, elle a entendu des voix dans le couloir. « Je te dis qu'il faut la faire partir », disait une voix féminine qu'elle reconnaissait. « Cette fille n'a rien à faire ici. Calme-toi, Victoire. Ce n'est qu'une assistante. » Tu ne comprends pas. Mon père est furieux. Il dit qu'Antoine lui manque de respect en embauchant une mendiante des rues. Si ça continue, il menace de retirer ses parts. Il ne fera jamais ça. Il a besoin d'Antoine autant qu'Antoine a besoin de lui. Peut-être, mais moi je n'attendrai pas de voir ce qui se passe. J'ai un plan. Juliette avait retenu son souffle, le cœur battant. Quel plan? Elle va commettre une erreur impardonnable, une erreur qui va coûter des millions à l'entreprise. Et quand ça arrivera, personne ne pourra la défendre. Pas même Antoine. Les voix s'étaient éloignées. Juliette était restée figée dans l'obscurité, tremblante. Elle aurait dû avoir peur. Elle aurait dû se sentir menacée. Mais une autre émotion dominait tout le reste. La colère. Elle n'avait pas survécu à 24 ans de misère, de mépris et de solitude pour se laisser écraser par une femme jalouse. Elle n'avait pas couru 3 kilomètres pieds nus pour abandonner maintenant. Elle allait se battre. Les jours suivants, Juliette a redoublé de vigilance. Elle photographiait chaque document, elle archivait chaque email, elle vérifiait 3 fois chaque information avant de la transmettre. Et elle a commencé à observer Victoire. Elle a remarqué les regards que Victoire lançait à Antoine. Elle a compris la nature de leur relation, ou plutôt de ce que Victoire espérait que soit leur relation. Et elle a réalisé quelque chose qui l'a troublée profondément. Antoine ne regardait jamais Victoire de la même façon. Avec Victoire, il était poli, distant, professionnel. Mais avec Juliette, il y avait quelque chose de différent. Une attention, une douceur dans la voix qu'elle n'entendait avec personne d'autre. Non, s'est-elle dit, ne pense pas à ça. Tu es son employé, rien de plus. Mais c'était difficile de ne pas y penser quand il la regardait avec ces yeux-là. 4 semaines après son embauche, le piège de Victoire s'est refermé. C'était un vendredi soir. Antoine était en voyage d'affaires à l'étranger. Juliette était seule au bureau, finalisant un rapport urgent pour une réunion du conseil d'administration prévue le lundi. Son téléphone a sonné, un numéro qu'elle ne connaissait pas. « Allô? Mademoiselle Martin? Ici le cabinet Renault, avocat de Beaumont Industries. Monsieur Beaumont nous a demandé de vous transmettre une modification urgente au contrat Nexus. Il faut l'intégrer au rapport ce soir. » Juliette a froncé les sourcils. Monsieur Beaumont ne m'a pas prévenu. Il vient de nous appeler. Il est en réunion et n'a pas pu vous joindre directement. Voici les nouvelles clauses à intégrer. La voix a dicté une série de modifications. Juliette a pris des notes. Troublée. Quelque chose ne semblait pas normal, mais elle ne pouvait pas identifier quoi. Vous êtes sûr que Monsieur Beaumont a approuvé ces changements? Absolument. Il a insisté sur l'urgence. Le rapport doit être envoyé au conseil d'administration ce soir. Juliette a hésité. Son instinct lui criait que quelque chose n'allait pas. Mais si Antoine avait vraiment demandé ces modifications, elle a intégré les changements. Elle a envoyé le rapport. Et elle a fait la plus grande erreur de sa vie. Le lundi matin, quand Antoine est rentré de voyage, le chaos l'attendait. Les modifications qu'elle avait intégrées au contrat Nexus étaient catastrophiques. Elles accordaient à un concurrent des droits exclusifs sur une technologie clé de Beaumont Industries. Si le contrat était signé tel quel, l'entreprise perdrait des dizaines de millions. Juliette a été convoquée dans la salle de réunion. Autour de la table, le conseil d'administration au complet. Henri Delacroix, le visage rouge de colère.
Victoire, avec un sourire à peine dissimulé. Et Antoine, le regard indéchiffrable. « Expliquez-vous », a dit Henri Delacroix d'une voix glaciale. Juliette a raconté l'appel téléphonique, les modifications dictées, l'urgence prétendue. « Vous avez modifié un contrat de plusieurs millions sur la base d'un simple appel téléphonique ?» a explosé Delacroix. « Sans vérification, sans confirmation écrite ? J'ai cru que... » « Vous n'avez pas cru, vous avez été incompétente. » Victoire a pris la parole d'une voix douce mais venimeuse. « Père, je pense que nous devrions être indulgents. Cette jeune femme n'a clairement pas l'expérience nécessaire pour ce poste. Ce n'est pas sa faute, si. Certaines personnes ont voulu lui donner une chance qu'elle ne méritait pas. » Son regard a glissé vers Antoine. Le silence est tombé sur la salle. Juliette a senti le monde s'effondrer autour d'elle. Elle avait tout gâché, tout perdu. Elle allait être renvoyée, humiliée, et cette fois personne ne viendrait la sauver. « Sortez », a dit Antoine. Sa voix était calme, trop calme. Juliette s'est levée, les jambes tremblantes. « Pas vous », a-t-il ajouté. « Tous les autres, sortez. » Delacroix a bondi. « Antoine, tu ne peux pas être sérieux. Cette fille vient de... » J'ai dit « sortez ». Il y avait quelque chose dans sa voix qui ne tolérait aucune discussion. Un par un, les membres du conseil d'administration se sont levés et ont quitté la salle. Victoire est partie en dernier, lançant à Juliette un regard triomphant. Quand la porte s'est refermée, Antoine s'est tourné vers Juliette. « Le cabinet Renault n'a jamais appelé ce soir-là. » Juliette a senti son sang se glacer. « Quoi ? J'ai vérifié. Aucun appel n'a été passé depuis leur bureau vendredi soir. Quelqu'un vous a piégé. » Les larmes ont jailli des yeux de Juliette. « Je suis tellement désolée, je n'aurais jamais dû... J'aurais dû vérifier... Juliette. Il s'est approché d'elle, et pour la première fois, il a posé sa main sur son épaule. « Je sais que ce n'est pas votre faute. » Elle a levé les yeux vers lui, incrédule. « Vous ne me renvoyez pas ? Non, mais le conseil d'administration, Monsieur Delacroix, le conseil d'administration peut aller au diable. Et Henri Delacroix aussi. » Il s'est assis à côté d'elle. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, Juliette, quelque chose que j'aurais dû vous dire depuis le début. » Elle a retenu son souffle. « Le jour où vous êtes entré dans ce hall sans chaussures, ce n'était pas la première fois que je voyais ce nom. Martin. » Juliette a froncé les sourcils. « Je ne comprends pas. » Antoine a pris une inspiration profonde. « Il y a 20 ans, quand mon père a fait faillite, ma famille s'est retrouvée à la rue du jour au lendemain. Ma mère était malade, mon père était détruit. Nous n'avions plus rien. » Sa voix s'est mise à trembler légèrement. « Une femme nous a aidés, une femme de ménage qui travaillait dans l'hôtel où nous avions échoué. Elle nous a apporté de la nourriture en cachette. Elle a payé nos médicaments avec ses propres économies. Elle nous a trouvé un logement quand personne d'autre ne voulait nous regarder. » Juliette a senti son cœur s'arrêter. Cette femme s'appelait Marie Martin. Le monde a basculé. Ma mère, votre mère. Les larmes coulaient maintenant sur les joues de Juliette et sur celles d'Antoine aussi. « Elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié, » a-t-il continué. « Elle m'a dit, la dignité, ça ne s'achète pas, ça se porte en soi. » C'étaient les mots exacts que sa mère lui avait dit, les mots qui l'avaient poussé à entrer pieds nus dans ce hall. « Quand j'ai vu votre nom sur la liste des candidates, j'ai su, » a dit Antoine. « Et quand je vous ai vu entrer, j'ai vu Marie. J'ai vu la même force, le même courage, la même dignité. » Il a pris ses mains dans les siennes. « Je ne vous ai pas choisi par pitié, Juliette. Je vous ai choisi parce que je devais une dette à votre famille, une dette que je n'aurais jamais pu rembourser. Jusqu'à ce jour. » Juliette pleurait sans pouvoir s'arrêter. « Ma mère, elle ne m'a jamais raconté cette histoire. Elle ne savait probablement pas ce que nous sommes devenus. Elle nous a aidés et elle a disparu, comme font les vrais anges. » Il a serré ses mains plus fort. « Mais moi, je n'ai jamais oublié. Et je jure devant vous, Juliette, que personne ne vous fera du mal tant que je serai là. » À cet instant,
Quelque chose a changé entre eux. Quelque chose qui dépassait la gratitude, qui dépassait le travail, qui dépassait tout ce qu'ils auraient pu prévoir. Juliette ne le savait pas encore, mais cette révélation n'était que le début d'une tempête bien plus grande, car Victoire Delacroix avait écouté derrière la porte, et ce qu'elle avait entendu allait déclencher une guerre. Victoire n'a pas perdu de temps. Le soir même, elle était dans le bureau de son père, les mains tremblantes de rage, lui racontant tout ce qu'elle avait entendu. Il l'a choisie à cause de sa mère, une dette vieille de 20 ans. Tu te rends compte, papa, tout ça n'a rien à voir avec ses compétences. C'est de la charité, de la pitié déguisée. Henri Delacroix écoutait, le visage fermé. Et il t'a dit d'aller au diable, a-t-il murmuré. Moi, l'homme qui l'a financé quand il n'était personne. Exactement. Il nous manque de respect. Il te manque de respect. Henri s'est levé lentement. C'était un homme de 65 ans, habitué au pouvoir, habitué à être obéi. Personne ne lui avait jamais parlé comme Antoine venait de le faire. Cette fille doit partir, a dit Victoire. Et Antoine doit comprendre qui tient vraiment les rênes de cette entreprise. Son père l'a regardé longuement. Qu'est-ce que tu proposes? Victoire a souri, un sourire froid, calculateur. Une assemblée générale extraordinaire. Nous avons 30% des parts. Avec les autres actionnaires mécontents, nous pouvons atteindre la majorité. Nous pouvons voter une motion de défiance contre Antoine. Tu veux le destituer? Je veux lui rappeler sa place. Et si cette fille est toujours là demain matin, oui, je veux le détruire. Henri a hoché la tête lentement. Très bien. Convoque l'assemblée pour vendredi. La guerre était déclarée. Les jours suivants, Juliette a senti l'atmosphère changer dans l'entreprise. Les regards étaient plus hostiles, les murmures plus nombreux. Même les employés qui avaient commencé à l'accepter semblaient maintenant l'éviter. Elle ne savait pas ce qui se passait, mais elle sentait que quelque chose de terrible se préparait. Le mercredi soir, alors qu'elle s'apprêtait à partir, Antoine l'a appelée dans son bureau. « Fermez la porte, s'il vous plaît. » Elle a obéi, le cœur battant. Antoine était debout devant la fenêtre, regardant la ville illuminée. Il semblait fatigué, plus fatigué qu'elle ne l'avait jamais vu. Delacroix a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour vendredi, a-t-il dit, sans se retourner. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il va essayer de me faire destituer. Juliette a senti le sol se dérober sous ses pieds. Quoi? Mais c'est votre entreprise, vous l'avez créée. Je l'ai créée avec son argent. Et légalement, les actionnaires ont le pouvoir de remplacer le directeur général s'ils obtiennent la majorité. Il s'est enfin retourné vers elle. Ses yeux étaient sombres, mais pas vaincus. Ils veulent que vous partiez, Juliette. C'est leur condition. Si vous démissionnez, Delacroix retirera sa motion. Le silence qui a suivi était assourdissant. « Alors je vais démissionner », a dit Juliette d'une voix blanche. « Non, Antoine, Monsieur Beaumont, je ne peux pas être la raison pour laquelle vous perdez tout ce que vous avez construit. » Écoutez-moi bien, il s'est approché d'elle, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps, voir les nuances dorées dans ses yeux bruns. J'ai passé 20 ans à construire cette entreprise, 20 ans à me battre, à sacrifier ma vie personnelle, à tout donner, et pendant toutes ces années, je me suis dit que c'était ça, le succès, l'argent, le pouvoir, le respect. Sa voix s'est adoucie. Mais depuis que vous êtes là, j'ai compris que j'avais tout faux. Juliette a retenu son souffle. Le vrai succès, ce n'est pas ce qu'on possède, c'est ce qu'on est prêt à défendre. Et je refuse de vivre dans un monde où je laisse des gens comme Victoire Delacroix écraser des gens comme vous. Mais votre entreprise, ce n'est que de l'argent, Juliette, des bureaux, des contrats. Ça peut se reconstruire. Il a pris son visage entre ses mains, doucement, tendrement. Mais vous êtes irremplaçable. Les larmes ont coulé sur les joues de Juliette. Pourquoi, a-t-elle murmuré, pourquoi faites-vous tout ça pour moi? Antoine l'a regardé pendant un long moment.
Et puis il a dit les mots qu'elle n'osait même pas espérer. Parce que je suis tombé amoureux de vous, le monde s'est arrêté. Le jour où vous êtes entré dans ce hall, pieds nus, le regard fier malgré les rires, quelque chose s'est brisé en moi. Toutes les barrières que j'avais construites pendant des années, toute la froideur que je m'étais imposée. Il a caressé sa joue du pouce. J'ai essayé de lutter, de me convaincre que c'était juste de la gratitude, du respect, mais je me mentais. La vérité, c'est que chaque matin, je me lève en pensant à vous. Et chaque soir, je m'endors en me demandant si vous pensez à moi aussi. Juliette tremblait. Antoine, vous n'avez pas à répondre. Pas maintenant. Peut-être que vous ne ressentez rien pour moi, et je l'accepterai. Mais je devais vous le dire, parce que si je perds tout vendredi, je veux au moins avoir été honnête une fois dans ma vie. Juliette n'a pas répondu avec des mots. Elle s'est levée sur la pointe des pieds, a pris son visage entre ses mains et l'a embrassé. C'était un baiser doux, tremblant, plein de tout ce qu'il n'avait jamais osé se dire, un baiser qui effaçait le passé et ouvrait l'avenir. Quand ils se sont séparés, Antoine avait les yeux brillants. « Je prends ça pour un oui », a-t-il murmuré. Juliette a ri à travers ses larmes. « Ça fait des semaines que j'attends que vous compreniez. » Il l'a serré contre lui, et pendant un instant, le monde extérieur a cessé d'exister, mais ils savaient tous les deux que la bataille ne faisait que commencer. Le vendredi est arrivé comme un orage. La salle de réunion était pleine. Tous les actionnaires étaient présents. Henri Delacroix trônait au bout de la table, Victoire à ses côtés, rayonnante de confiance. Antoine est entré le dernier, Juliette à ses côtés. Les murmures ont explosé. « Qu'est-ce qu'elle fait là ? Il ose l'amener ? C'est une provocation !» Henri Delacroix s'est levé. « Antoine, cette assemblée a été convoquée pour discuter de l'avenir de cette entreprise. La présence de ton assistante n'est pas appropriée. » « Juliette reste, » a répondu Antoine calmement. « Elle a autant le droit d'être ici que n'importe qui. » Victoire a ricané. « Vraiment ? Une fille ramassée dans la rue a le droit de siéger avec des gens qui ont investi des millions dans cette entreprise. » « Victoire, » a dit Antoine sans élever la voix, « tu n'as jamais investi un centime dans cette entreprise. Tu es là uniquement parce que ton père signe les chèques. Alors je te suggère de parler de ce que tu connais, c'est-à-dire pas grand-chose. » Le visage de Victoire est devenu écarlate. Henri Delacroix a frappé la table. « Assez ! Antoine, tu as le choix. Soit tu renvoies cette fille immédiatement et nous oublions tout cela. Soit nous passons au vote et tu perdras tout. » « Avant de voter, » a dit Antoine, « j'aimerais dire quelque chose. Nous n'avons pas de temps pour... Vous allez m'écouter. » Sa voix avait changé. Ce n'était plus le ton calme et mesuré qu'il utilisait habituellement. C'était la voix d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. « Il y a 20 ans, ma famille a tout perdu. Nous étions à la rue. Ma mère était mourante. Et vous savez qui nous a sauvés. Il a regardé chaque actionnaire, un par un. Pas un banquier, pas un investisseur, pas un de ces gens qui mesurent sur la valeur humaine en zéro sur un compte en banque. Il a posé sa main sur l'épaule de Juliette. Une femme de ménage. Une femme qui gagnait à peine de quoi survivre, mais qui a partagé le peu qu'elle avait avec des inconnus. Cette femme s'appelle Marie Martin, et c'est la mère de Juliette. » Le silence est tombé sur la salle. « Sans elle, je ne serais pas ici aujourd'hui. Sans elle, Beaumont Industries n'existerait pas. Chaque euro que vous avez gagné grâce à cette entreprise, vous le devez à une femme que vous n'avez jamais rencontrée. » Il s'est tourné vers Henri Delacroix. « Alors oui, Henri, tu peux me destituer. Tu peux prendre cette entreprise. Mais sache une chose, tout ce que tu possèdes, tout ce dont tu es si fier, c'est bâti sur la bonté d'une femme de ménage que tu aurais probablement ignorée si tu l'avais croisée dans la rue. » Henri Delacroix était livide. Victoire s'est levée, tremblante de rage. « C'est ridicule. Une histoire vieille de 20 ans ne change rien. Cette fille n'a aucune compétence, aucune éducation, aucune... » Victoire. La voix venait du fond de la salle. Tout le monde s'est retourné.
Une femme âgée se tenait dans l'encadrement de la porte, cheveux gris, dos voûté, mais des yeux d'une clarté saisissante. Juliette a senti son cœur s'arrêter. Maman? Marie Martin a avancé lentement dans la salle. Elle portait une robe simple, usée par les années. Ses mains tremblaient légèrement. L'âge, la maladie. Mais sa voix était ferme. « On m'a dit qu'il se passait quelque chose d'important ici », a-t-elle dit. « Une infirmière m'a montré un article sur Internet. Mon nom y était mentionné. » Elle s'est tournée vers Antoine. « Le petit garçon de l'hôtel. Je me souviens de toi. Tu avais des yeux si tristes. » Antoine avait les larmes aux yeux. « Madame Martin, comment êtes-vous venue ? » « En taxi. J'ai utilisé mes économies. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir sa fille se battre contre des loups. Elle s'est tournée vers les actionnaires, vers Victoire, vers Henri Delacroix. J'ai travaillé toute ma vie. J'ai nettoyé vos hôtels, vos bureaux, vos maisons. J'ai été invisible pour des gens comme vous. Mais j'ai élevé ma fille avec une seule leçon. La dignité, ça ne s'achète pas. » Elle a regardé Juliette avec une fierté infinie. Et regardez-la, elle est là, debout devant vous tous, malgré vos mépris, malgré vos complots. Vous pouvez lui prendre son travail, vous pouvez lui prendre son avenir, mais vous ne pourrez jamais lui prendre ce qu'elle est. Victoire a ouvert la bouche pour répliquer, mais aucun son n'est sorti. Henri Delacroix regardait cette vieille femme comme si elle venait d'une autre planète. Et puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un des actionnaires s'est levé, un homme d'une 50aine d'années, cheveux blancs, un costume sobre. Je retire mon soutien à la motion de défiance. Henri Delacroix s'est tourné vers lui, stupéfait. Quoi? J'ai investi dans cette entreprise parce que je croyais en Antoine Beaumont, en ses valeurs, en sa vision. Ce que je viens de voir me confirme que j'avais raison. Un autre actionnaire s'est levé. Je retire également mon soutien, puis un autre, et un autre. En quelques minutes, la majorité avait basculé. Henri Delacroix était défait. Victoire s'est effondrée sur sa chaise, le visage décomposé. « C'est impossible », a-t-elle murmuré. « C'est impossible. » Antoine s'est approché de Juliette et de sa mère. Il a pris la main de Marie Martin et l'a portée à ses lèvres. « Merci », a-t-il dit, « pour tout, pour il y a 20 ans. Et pour aujourd'hui. » Marie a souri doucement. « Prends soin de ma fille, petit, c'est tout ce que je demande. Je vous le promets. » Juliette pleurait, serrant sa mère dans ses bras. « Comment tu as su? Comment tu as su que je serais ici? » Une mère sait toujours, ma chérie. Une mère sait toujours. Un an plus tard, Juliette se tenait devant le miroir de sa chambre. Mais ce n'était plus la petite chambre au 6e étage. C'était une suite lumineuse, dans un appartement qui donnait sur les toits de la ville. Les rayons du soleil matinal illuminaient sa robe blanche, sa robe de mariée. Derrière elle, sa mère ajustait le voile avec des mains tremblantes d'émotion. « Tu es magnifique », a murmuré Marie. « Si ton père pouvait te voir. »« Il nous voit, maman. J'en suis sûr. » On a frappé à la porte. « C'est l'heure », a annoncé une voix. Juliette a pris une grande inspiration. Elle a regardé ses pieds, cette fois chaussés d'escarpins blancs, magnifiques, délicats. Elle a souri en repensant à ce jour, il y a 1 an, où elle était entrée pieds nus dans un hall de marbre. « Maman, tu te souviens de ce que tu m'as toujours dit ?» Marie a hoché la tête, les yeux brillants. « La dignité, ça ne s'achète pas. Ça se porte en soi, a complété Juliette. Elles se sont enlacées une dernière fois. Puis Juliette a marché vers son avenir. Dans la petite chapelle au bout de l'allée, Antoine l'attendait. Il portait un costume sombre, mais ce qui brillait le plus, c'était ses yeux. Ses yeux qu'il avait vus quand personne d'autre ne la regardait. Ses yeux qu'il avait choisis quand tout le monde l'avait rejeté. Elle a remonté l'allée au bras de sa mère. Quand elle est arrivée devant lui, Antoine a pris ses mains. « Tu es venu avec des chaussures cette fois », a-t-il murmuré. Juliette a ri doucement. « J'ai appris ma leçon. »« Non », a-t-il dit en la regardant avec tout l'amour du monde. « C'est toi qui m'as appris la mienne. »
Et quand ils ont échangé leurs vœux, quand ils se sont embrassés sous les applaudissements, Juliette a su que tout ce qu'elle avait traversé, la pauvreté, le mépris, la solitude, avait un sens. Parce que chaque épreuve l'avait menée ici, dans les bras de l'homme qu'elle aimait, avec sa mère à ses côtés, et la certitude absolue que la vraie richesse n'a rien à voir avec l'argent. La vraie richesse, c'est d'être vue pour ce qu'on est vraiment. Et Juliette Martin, maintenant Juliette Beaumont, avait enfin trouvé quelqu'un qui la voyait, quelqu'un qui l'aimait, quelqu'un qui l'avait choisi, pieds nus et sans condition. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur « J'aime », laissez un commentaire et abonnez-vous à notre chaîne.